Ce webinaire, aujourd'hui, on est là parce qu'on va parler ensemble de transformation organisationnelle et notamment donc, du sujet des équipes à responsabilité partagée. Donc, comme Céline disait, ce temps ensemble, c'est la suite de la journée du 30 novembre dernier où on s'est rassemblés pour un petit peu réinventer les établissements de demain. Donc, parler de co-responsabilité, d'autonomie, de qualité de vie au travail, c'est des sujets qui nous ont beaucoup mis en mouvement et autour desquels les établissements présents ont aimé en tout cas discuter, rêver et parfois aussi faire émerger les freins qui peuvent exister. Donc aujourd'hui, on va co-animer ce temps ensemble avec la CRAMIF. Donc peut-être que Julien et Étienne, je peux vous laisser vous présenter également en quelques phrases et dire quelques mots sur la CRAMIF. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc normalement, si c'est en partie le même public qu'on avait vu à la journée d'acculturation, vous nous connaissez un petit peu, mais on va resituer. La CRAMIF, donc l'assureur obligatoire dès qu'il y a un salarié en régime général pour tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Donc, vous cotisez, vous devez connaître du coup par rapport à ça. Et le but pour nous, c'est de vous inciter à travailler, améliorer les conditions de travail. D'où le fait de s'être impliqué, d'être intéressé par cette démarche d'équipe à responsabilité partagée. Et donc moi, je vais me présenter, je suis Monsieur Lepagelec, je suis contrôleur de sécurité, industrie et services sur un bout de secteur de 77 et un des deux référents de l'antenne 77 aussi sur le groupe régional sanitaire médico-social. Étienne. Donc moi, je suis Étienne Deveau, je suis ingénieur conseil à l'antenne de Seine-et-Marne de la CRAMIF, antenne prévention. Et donc j'ai une spécialité un petit peu sur le management de la prévention, l'organisation de la prévention. Donc, c'est des éléments qu'on partagera tout à l'heure. Voilà. Merci à tous les deux. Pour vous dire quelques mots aussi supplémentaires sur Compagnie, nous, on est un organisme de formation et de conseil. On accompagne les établissements du médico-social, SAD, SIAD, EHPAD et d'autres typologies d'établissements dans les transformations organisationnelles. Donc, c'est bien parce que c'est le sujet du jour, je ne vais pas m'étendre davantage, on va pouvoir en parler ensemble. Et pour ce faire, on accueille Anne Mensuel-Ferrari, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, qui est directrice du pôle gérontologique Nîmois de la Croix-Rouge française et qui va pouvoir nous raconter comment, Anne, tu as transformé deux EHPAD et un SIAD vers justement ce qu'on appelle une philosophie des équipes à responsabilité partagée. Avant de te donner la parole, Anne, ce que je vous propose pour les participants, c'est peut-être de mettre votre prénom, nom, votre poste, ainsi que votre établissement dans le chat pour vous présenter. Voilà, comme ça, on voit aussi un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. Je vois que certains ont mis la caméra, donc je vous remercie. C'est sympa de pouvoir vous voir. Et simplement, pour cet échange, l'idée, c'est qu'on puisse aussi collecter vos questions au fur et à mesure. On prendra un temps en milieu de webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous partager un petit peu vos réactions, vos questions. C'est aussi vous qui allez nourrir ces échanges. Anne, si tu le veux bien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Anne Mensuel-Ferrari, je suis directrice donc, du pôle géronto de la Croix-Rouge. Donc il y a deux EHPAD, un SIAD. On est aussi CRT depuis peu. Donc voilà, donc moi je suis sur ce poste depuis 7 ans. Auparavant, j'étais dans le nord de la France sur un EHPAD. Voilà, et donc accompagnée par Compagnie depuis quelques années maintenant. Ça fait à peu près 5 ans. Merci Anne. Je te propose, l'idée c'est qu'aujourd'hui, Anne va pouvoir nous raconter comment ça s'est passé de son côté pour nous en dire un petit peu plus. Et on peut commencer peut-être par qu'est-ce qui, toi Anne, t'a motivé à engager une transformation managériale de tes établissements? Alors, l'histoire a commencé il y a déjà longtemps parce que voilà, ma façon de fonctionner, mon management, c'est plutôt un management participatif et j'avais déjà mis pas mal de choses en place sans savoir qu'il y avait voilà, un mouvement qui existait. Donc sur mon ancien EHPAD dans le nord de la France. Et en 2019, lors d'un séminaire qui était organisé par la filière
personnes âgées domiciliées de la Croix-Rouge, on a eu la chance d'accueillir Thibaut de Saint-Blancard, voilà, avec qui on a beaucoup échangé pendant cette journée. Et en fait, ça a été un petit peu le déclic de la démarche, puisque je me suis dit, enfin, en fait, quelque chose qui correspond à ce que je ressens en moi, ce que j'ai en moi et la façon dont j'ai envie de manager mes équipes. Mais là, du coup, avec une vraie méthodologie, un accompagnement de moi, de mes équipes, de mon encadrement et puis de mes équipes sur le terrain. Et une façon de faire, voilà, plutôt que de faire tout seul dans mon coin et d'avoir des envies, une intuition, mais des fois d'y aller à tâtons, là, du coup, ça fait tilt à ce moment-là. Donc, quand notre délégué national nous a demandé s'il y avait des établissements qui avaient envie de partir sur ce chemin, sachant qu'à l'époque, en 2019, c'était surtout les SAD qui étaient vraiment, qui avaient déjà fait beaucoup de travail en termes d'équipe à responsabilité partagée. Il n'y avait pas encore vraiment d'EHPAD qui s'étaient lancés là-dedans. On a été 2 à lever la main avec ma collègue de Fournes en web et puis donc moi pour mon pôle. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, on a démarré rapidement un coaching avec Guillaume Alsac pour l'équipe d'encadrement. Et puis après, voilà, on a réfléchi à comment on pouvait mettre en place tout ça. Voilà. Et donc, c'est un processus qui est long et qu'il faut adapter à chaque structure. merci Anne pour ces rappels de comment est-ce que c'est arrivé, ça s'est mis en place au démarrage. Et justement, pendant cette période, est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'il y a eu des appréhensions avant de se lancer? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, alors il y a forcément des doutes parce que la question qu'on se pose tous, c'est déjà, est-ce que je suis vraiment dans une démarche qui est cohérente avec ce qui se passe dans le secteur? Est-ce que mes équipes vont adhérer? Est-ce que c'est pas une lubie juste de la directrice et que derrière ça va suivre? Est-ce que ça fait sens par rapport au projet que l'on porte par ailleurs? Donc oui, il y en a forcément des appréhensions. Est-ce que tout le monde va partir? Donc, on va en parler à un moment donné, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi accepter que il y a des gens qui vont pas rentrer vraiment dans cette dynamique-là et que potentiellement, il y a des gens qui vont partir. Voilà, donc c'était forcément des doutes, on en a toujours. Et même encore aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins qu'au départ, mais oui, forcément, j'en ai. Et après, on voit au fur et à mesure que tout se règle, on trouve des solutions. Et moi, aujourd'hui, je suis persuadée qu'on est sur la bonne voie, en tout cas pour mes établissements. Et au début, quel constat tu faisais sur la situation de tes établissements, le vécu des équipes avant d'engager une transformation organisationnelle? Alors, il faut savoir que je suis arrivée dans un contexte qui était compliqué avec une succession de 10 directions en 12 ans, donc un climat social qui était fortement dégradé, une défiance importante des équipes envers l'encadrement et la direction en général. Vraiment un mal-être assez profond des équipes, avec plusieurs rapports, expertise RPS qui avaient été réalisés avant que j'arrive. Voilà, c'était compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'on aille vraiment dans un mode projet déjà, et puis dans ce type de management pour remettre de la confiance. On en a parlé hier, Anaïs, mais je pense que la confiance, c'est vraiment le maître mot en fait de cette dynamique de transformation. Et du coup, voilà, c'est des messages forts qu'on fait passer aux équipes que le terrain, c'est important, qu'il n'y a pas un sous-métier et que la direction, elle n'est pas au-dessus de tout le monde, mais que voilà, chacun a sa place. Le constat que je fais aussi, et que sans doute vous faites tous, c'est qu'on est aussi malheureusement dans un système, et ça, on n'y peut rien aujourd'hui, c'est la façon de fonctionner qui nous est un peu imposée quelque part,
qu'on est vraiment dans des fonctionnements très tayloriens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des travails un peu à la chaîne. Le matin, en tout cas en EHPAD, on fait des toilettes. Après, on fait des petits déjeuners. Après, on refait des toilettes. Après, c'est le repas. Après, c'est la sieste avec l'échange. Après, c'est les activités. Après, c'est le goûter. Après, on refait des échanges. Après, il y a le repas du soir. Et après, il y a les couchers. Et du coup, c'est une perte de sens finalement par rapport à ce pourquoi, en tout cas pour les aides-soignantes, les IDE et même les ASH, à ce pourquoi on vient travailler, pourquoi, enfin voilà, quelle est la place du résident là-dedans et quelle est ma fonction. Et voilà, en fait, les équipes étaient vraiment dans des espèces d'automatismes et de plus, comment dire, de plus donner de sens et de réalité, de plus d'adaptation finalement aux résidents. Donc, à savoir qu'on a fait aussi formation Montessori en même temps. Hein. Donc, c'était vraiment dans la logique du aide-moi à faire tout seul de Montessori. Donc, finalement, les équipes en responsabilité partagée, c'est aussi ça pour nos équipes. Donc, c'était d'être dans cette logique-là et de redonner du sens à pourquoi on est là et pourquoi, comment on accompagne nos usagers tous les jours. Merci Anne pour ton retour là-dessus. Je serais aussi, ouais, vas-y. Je serais aussi intéressée pour que tu nous expliques un petit peu les premières étapes de ce projet. Tu nous as parlé un peu des éléments déclencheurs et par quoi est-ce que vous avez commencé? Alors déjà, on a eu la chance d'être accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un coaching équipe encadrant avec Guillaume Alzac. C'est un travail qui a été super important pour nous parce que ça nous a permis de sortir de nos codes de manager habituels sur lesquels, moi j'ai fait mes études, elles sont loin. Le management à l'époque, ça date de 98 quand j'étais diplômée, c'était pas du tout, ça a beaucoup évolué. Et puis, donc on a vraiment eu une période de coaching qui a été super enrichissante avec Guillaume. Et puis ensuite, on a mis en place la formation, on a suivi donc l'équipe CODIR, hein, donc les IDEC, la responsable administrative, le responsable financier. J'ai même embarqué mon directeur territorial à l'époque où on a fait la formation coach. Donc là où on nous met à disposition, on travaille vraiment sur la posture de coach qui est totalement différente de la posture de manager. Du coup, les outils qui vont avec, qui sont beaucoup basés sur déjà la communication non violente, et puis après plein d'outils justement de partage. Donc ça a été la première étape. Et puis ensuite, c'est la formation des équipes. Pour qu'elles apprennent justement à travailler en équipe autonome, donc sur plusieurs demi-journées. Et à savoir que c'est un processus, je le disais tout à l'heure, qui est assez long, puisque nous, on a commencé le coaching, c'était fin 2019, début 2020, au moment du Covid. On avait commencé la formation vraiment à ce moment-là aussi. Et du coup, ça a été un peu stoppé net par le Covid. On a repris en 2021 pour finir la formation coach. Et les équipes, on a commencé à les former en 2022 et on a fini en 2023. Donc, le temps est long, mais il y a les rythmes des établissements, il y a la réalité du terrain qui fait que. Donc ça, je pense que c'est super important aussi de l'avoir en tête. Et aujourd'hui, on a bien avancé sur les EHPAD. Alors, le SIAD, par nature, c'est déjà des équipes qui sont relativement autonomes, donc ça a été assez facile à mettre en place. Par contre, sur les EHPAD, on ne savait pas trop comment on allait faire. C'est quoi une équipe déjà dans un EHPAD? Donc et ce qui se passe chez nous, c'est pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc il a fallu qu'on définisse c'est quoi l'équipe, qui est dedans, qui est expert, et comment on s'organise. Et puis donc ces formations sur 2022-2023 pour nos équipes. Et comment est-ce que le projet il a été communiqué en amont, en sachant qu'au sein de la Croix-Rouge française, c'était donc une expérimentation, vous étiez volontaire sur différents sites pour lancer ce projet, mais vous étiez donc aussi assez en amont, on va dire, de toute l'expérimentation qui a suivi suite à votre expérience
au niveau de la Croix-Rouge française. Comment est-ce que de ton côté et du côté des établissements, vous avez communiqué auprès des équipes? Alors déjà, au niveau de l'équipe cadre, c'est une réunion pour savoir s'ils étaient prêts à s'embarquer dans l'aventure et qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Pour les équipes sur le terrain, c'était un petit peu plus, je trouve, c'était un petit peu plus délicat. Donc, c'était plus de la communication, on va dire, subliminale. Voilà, et petit à petit, laisser des espaces, etc., jusqu'au jour où on a fait les formations, où là, on a dû bien expliquer de quoi il s'agissait, bien expliquer le programme. Donc, voilà, et sur la communication, et c'est bien qu'on ne parle plus, parce que nous, quand on a commencé à parler d'équipe autonome. Et c'est un mot qui peut être, et c'est bien qu'on parle aujourd'hui d'équipe en responsabilité partagée, parce que c'est, à mon avis, beaucoup plus parlant, alors que l'équipe autonome, ça peut faire peur, parce que finalement, les discussions qu'on a pu avoir aussi avec les équipes, c'est que être autonome, c'est quoi? C'est prendre des décisions, voilà, et ça donne l'impression que on fait ce qu'on veut, on prend les décisions tout seul, etc., alors que c'est pas du tout ça. C'est au contraire un processus qui est hyper cadré, avec un cadre justement qui est hyper bien travaillé, juste en équipe, et où dedans il y a des règles qui sont très précises. Donc c'est pas juste chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Donc c'est vraiment ça, équipe en responsabilité partagée. Donc il y a une grosse communication justement sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, et qu'est-ce que ça implique d'être dans ce type de management et en équipe en responsabilité partagée. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur la définition du cadre, et ça m'amène un petit peu à te demander aujourd'hui ce qui a changé, parce qu'on parle de transformation organisationnelle, parce qu'on vient modifier la manière de fonctionner de l'organisation. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre travail, et aussi peut-être qu'est-ce qui a pu changer entre, par exemple, si on prend un exemple précis, entre les AS et les IDEC? Alors, déjà, il y a la confiance est revenue, et ça, c'est essentiel. Alors, je dépeins un monde, on dirait c'est les bisounours, hein. En vrai, j'ai des problèmes comme tout le monde, c'est pas rose tous les jours, hein, mais bon, grosso modo, si on prend du recul, il y a vraiment une confiance qui s'est mise en place, et dans notre travail tous les jours, c'est l'échange qu'on avait hier, en fait, c'est que déjà, les équipes osent venir nous voir, et elles sont plus dans une dynamique de proposer des solutions aux problématiques qu'elles rencontrent quotidiennement, plutôt que d'attendre, ce qui était le cas avant, que ce soit l'IDEC ou la directrice qui décide, voilà, qui tranche, et puis qu'après, comme d'habitude, voilà, ça va pas parce que ce qu'elle a fait, c'est pas bon, machin. Là, on est vraiment dans une dynamique, en fait, au quotidien, de consensus d'équipe. Donc, du coup, d'appropriation de la décision en équipe. Et du coup, à partir du moment où c'est décidé ensemble, c'est forcément beaucoup plus facile d'avoir un travail d'équipe commun et une adhésion. Moi, je trouve que les équipes osent davantage nous dire ce qui va, bon voilà, mais surtout ce qui ne va pas, pour qu'on puisse améliorer, en fait, mais pour tout, les conditions de travail, l'accompagnement des résidents, etc. Donc, des petites anecdotes, c'est par exemple, ça peut être très bête, mais l'année dernière, quand on a refait les peintures sur l'un des EHPAD, moi, voilà, le peintre m'a. Un jour, j'étais là dans l'EHPAD, et il m'a dit faut choisir les couleurs, j'ai besoin de savoir vite. Donc, on a fait le tour des couloirs, etc. Et on a dit là, on met cette couleur-là. Là. Et les filles, 2 jours après, sont venues me voir en me disant mais Madame Mensuel, non, c'est pas possible. Pourquoi vous avez fait ça? En plus, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on avait réfléchi à des trucs, machin. Et c'est vrai que, en fait, non. De quel droit je choisis toute seule les peintures des couloirs et des espaces communs, étant donné que c'est l'espace de tout le monde, et puis qu'il y avait eu un vrai travail en amont. Voilà. Donc, c'est le type aujourd'hui alors, je parlais hier de posture quand on a préparé avec Anaïs, mais c'est vraiment ça, il y a un vrai changement de posture. Et c'est moins, moi, je trouve que les équipes sont moins attentistes et sont plus dans la proposition et d'avancer ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que
tout le monde se parle gentiment tout le temps. Des fois, ça fight, hein, mais en tout cas, on avance ensemble. Voilà, donc je pense que c'est ça qui a surtout changé dans notre quotidien et qu'il n'y a plus, enfin, voilà, ils ne sont plus en attente de la parole sacrée du directeur. Moi, ça m'énerve en fait. Je leur dis tout le temps que je suis que directrice et c'est vrai. Moi, j'ai pas l'expertise en fait qu'elles ont du terrain. Je suis pas soignante du tout. J'ai fait une école de commerce, donc je me sens pas légitime en fait pour leur dire et leur expliquer ce qu'elles ont à faire. Et du coup, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et dans la relation AS-IDEC, c'est pareil, c'est-à-dire que l'IDEC aujourd'hui, elle est davantage en position de coach. Donc, ça questionne aussi pour l'IDEC et c'est ça qui a été qui a été difficile parfois dans la transformation. Nous, on a une IDEC qui est partie parce que, voilà, en fait, gérer des plannings, dire toi, tu vas venir là, toi, tu vas venir là, en fait, ça donne un certain pouvoir. Et du coup, il faut accepter que on n'a plus ce pouvoir vraiment comme ça. Enfin, c'est un autre pouvoir qu'on a, mais enfin, il y a un deuil à faire d'une certaine conception du pouvoir et que les équipes sont davantage force de proposition et travaillent avec l'IDEC. Donc l'IDEC, elle est là pour faciliter en fait le travail des équipes et les aider dans la dynamique de résolution de problèmes ou de trouver des solutions à une problématique quand c'est un peu plus dur. Et elle est facilitatrice quoi, en fait dans le travail au quotidien. Donc de la Voilà. confiance et un changement de posture justement qui vient faciliter l'émergence de réflexion collective et justement provoquer ce changement au sein de l'organisation. Je vois que le temps avance un petit peu, donc je continue les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse prendre un petit temps pour y répondre après. Sinon, moi, j'en ai en réserve, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que aussi au niveau des motivations, en tout cas de ce qui vient faire émerger l'envie et le besoin de transformer, de réinventer son organisation, c'est que le secteur aussi est confronté à des enjeux d'attractivité, à un turnover et un absentisme qui est très haut, très fort, et aussi ça, c'est l'enjeu plus axé sur la performance des structures. Et il y a aussi cette recherche de sens. Aujourd'hui, Anne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les indicateurs des établissements suite à la transformation? C'est simple. 2022, taux d'absentéisme à Saint-Jean, quasiment 13%. À Indigo, quasiment 11%. Aujourd'hui, je suis à moins de 4% sur les deux. Donc, voilà, c'est un bon indicateur déjà, premièrement. Post-Covid, c'était très compliqué en fait pour recruter, etc. Et je pense que c'est vraiment un argument différenciant dans notre approche pour recruter et pour fidéliser aussi les salariés. En fait, j'ai peu de turnover aujourd'hui sur les EHPAD. Alors, il y en avait déjà peu à Saint-Joseph, mais du coup, là, il y en a pas beaucoup. Et là, ça a permis vraiment d'être un facteur de stabilisation des équipes important pour nous. Voilà, et c'est vraiment, enfin, je pense en termes de conditions de qualité de vie au travail, voilà, ça joue énormément. Et justement, quand aujourd'hui on se rend compte qu'il y a moins de turnover, que l'absentéisme a aussi chuté, qu'est-ce qui garantit, comment tu gères l'investissement des équipes au quotidien? Ça, c'est le travail des IDEC avec nous, mais c'est vraiment rappeler, alors le rappel du cadre et des règles régulièrement quand ça dérape. Voilà, il n'est pas exclu qu'on refasse aussi des petites piqûres de rappel avec les formations équipe en responsabilité partagée, ça c'est important. Pour retravailler justement sur les outils, etc. Parce que voilà, ça se travaille au quotidien et c'est de l'exercice. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est de l'animation d'équipe aussi, hein, voilà.
ça se fait sur le temps long et c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Oui, tout à fait. Et un des facteurs vraiment, moi je pense, de réussite, c'est vraiment l'investissement déjà de la direction, ça c'est d'évidence, et aussi de son équipe d'encadrement, parce que moi toute seule, clairement, je peux pas faire grand-chose. Et voilà, et après, je pense que une fois que les équipes ont compris comment ça fonctionnait et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter, c'est très bénéfique. Et aujourd'hui, toi, quel serait ton prochain petit pas, ou en tout cas ce vers quoi tu souhaiterais aller par la suite dans la continuité un petit peu de votre cheminement de transformation? Alors, peut-être ce serait la gestion de planning, par exemple, parce que on a transformé, on a changé, on a modifié tous les plannings l'année dernière sur les 2 EHPAD et sur le SIAD, parce que voilà, ça ne correspondait pas aux attentes des salariés. On a fait un gros travail là-dessus. Aujourd'hui, c'est toujours les IDEC qui gèrent le planning. Voilà, c'est un gros travail pour elles. Et vraiment, je pense que si on arrivait à aller sur une gestion partagée des plannings avec les équipes, qu'elles soient davantage partie prenante aussi, puisque ça fait partie, voilà, sur certaines équipes dans les SAD, elles s'autogèrent, d'aller davantage sur l'autogestion du quotidien, ce serait génial, sachant que là, aujourd'hui, au quotidien, l'équipe qui est là, qui est présente, s'organise déjà toute seule. C'est-à-dire que s'il manque quelqu'un, évidemment, ils préviennent l'astreinte, mais ils n'attendent pas voilà, qu'on leur dise quoi faire. Il y a déjà des modes qui existent et ils se mettent en marche, ils s'organisent, ils se répartissent le travail dans l'EHPAD, ou ils se répartissent la tournée quand c'est le SIAD. Voilà, il y a déjà cette autonomie-là. Donc, le step suivant, ce serait vraiment d'aller sur la gestion partagée du planning avec l'IDEC, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci Anne, super intéressant parce qu'on voit que dans ce cheminement, et c'est pour ça que ce mot-là il est important, c'est qu'on parle de quelque chose qui se vit dans le temps et qui continue. En fait, aujourd'hui, quand on demande un état des lieux de comment va la transformation dans une organisation, c'est quelque chose qui se construit sur un temps très long et qui n'a pas de bout. Donc c'est vraiment sur cet aspect organique, on va dire. Et c'est vraiment des petits pas, c'est-à-dire que en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Et nous, on s'en rend compte finalement quand on fait. Alors, on a des copiles en fait en interne à la Croix-Rouge avec l'équipe du siège et avec compagnie aussi, pour voir ce qu'on a fait. Et c'est à ces moments-là qu'on se dit ah bah oui, en fait, on a fait plein de petites choses qui font que on avance en fait. Voilà, c'est pas des gros trucs et c'est vraiment la technique des petits pas. Et quand on se retourne sur ce qu'on a fait et ce que ça apporte, en fait, c'est ça qui est super intéressant. Mais du coup, c'est jamais fini. Et aussi, ce qui est super important, c'est d'aller au rythme de l'équipe, parce qu'il y a des moments où on peut rien faire parce qu'il y a une situation de crise. Et ça, c'est normal dans une vie d'équipe, c'est pas linéaire. Donc voilà, et du coup, on s'arrête, mais du coup, ça reprend. Et on voit ce qui va pas. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces moments de crise, si on analyse derrière ce qui s'est passé, elles servent aussi à avancer par la suite. Donc, c'est toujours un processus continu, et c'est la roue des Deming. Voilà, c'est comme pour la qualité. Est-ce que certains et certaines ont des questions? Je me dis, voilà, on est aussi en petit comité, donc vous pouvez aussi bien prendre la parole si vous le souhaitez, si c'est plus direct que le chat. N'hésitez pas, en tout cas, on va se prendre quelques minutes si vous avez des interrogations. Et Anaïs, tu m'avais posé une question ici quand on a préparé hier qui était super intéressante. Tu m'as posé la question, est-ce que tu reviendras en arrière? Et je t'ai répondu, l'idée ne m'est même jamais venue à l'esprit, vraiment. Voilà, c'est impensable aujourd'hui de revenir en arrière sur un fonctionnement qui serait différent. On a trop de choses à y gagner, et et pour les IDEC et pour les équipes. Est-ce que tu aurais
quel serait le conseil que tu donnerais à un établissement, une structure qui hésite, qui se questionne? Faut y aller. Faut absolument y aller. Alors, le premier pas, il n'est pas facile, en fait. C'est ça qui est difficile. Et surtout de comment on va le faire. Parce que nous, au début, en fait, quand on a commencé à travailler avec Guillaume Alzac, qui nous a coachés, c'était un peu flou. On ne savait pas trop par quel bout commencer, comment concrètement ça allait se faire. Donc, enfin, voilà, c'est normal, c'est pas grave. Et ça vient en fait au fur et à mesure, et c'est tout le travail de l'accompagnement aussi qu'on a eu avec Compagnie. Donc voilà, faut pas avoir peur. Mais au début, c'est un peu et faut pas. Enfin voilà, c'est aussi l'accompagnement qu'on a, il est très basé aussi sur l'expression de ses sentiments, de ce qu'on a en soi, etc. Donc c'est aussi pour personnellement une grosse remise en question. Alors faut pas avoir peur. Nous, on a beaucoup pleuré, même les hommes. On a eu des super moments de partage quand on a fait notre transformation coach, mais du coup, ça met aussi à nu vraiment ce qu'on est profondément, et qu'on laisse la place à ses émotions, mais du coup aussi aux émotions des autres. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, c'est une approche qui est totalement différente, voilà, et qui est très, très enrichissante. Mais du coup, par moments, au début, c'est compliqué. Je vois qu'on a quelqu'un qui écrit dans le chat. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui va arriver. Madame Leroy aussi, éventuellement, j'ai cru que vous alliez poser une question à un moment, mais peut-être que c'était qu'une impression. N'hésitez pas en tout cas. Alors, le quotidien de question, qui fait quoi? La coordination se fait naturellement. L'équipe, en fait, se coordonne elle-même. Donc, le qui fait quoi, il se construit finalement au fur et à mesure que l'équipe, elle se forme, elle se constitue. Et c'est ce que je te disais hier, Anaïs, parce que quand on dit équipe autonome, ou voilà, on a l'impression que c'est un joyeux bordel. C'est tout sauf un joyeux bordel, en fait. C'est hyper structuré. Donc, en fait, ce que fait chacun, en fait, il y a des rôles. Chacun a un rôle au quotidien. Donc, c'est clair pour tout le monde de ce que chacun fait. Il y a des référents pour plein de trucs. Et même pour les réunions, en fait, chacun dans une réunion, puisqu'on apprend à nos équipes à conduire des réunions, voilà, ils ont aussi chacun un rôle dans cette réunion pour savoir, il y a le maître du temps, il y a, voilà, donc ça se travaille en fait pendant la formation et au quotidien, voilà, mais c'est très clair en fait sur qui fait quoi. Bonjour, merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment vers ça que j'essaye de tendre depuis 2 ans que je suis chef de service sur un foyer de vie. Et je commence à bouger les lignes. Mais est-ce que vous formalisez toutefois par des lettres de mission, ou enfin, comment vous actez les choses? Parce que moi, je vois bien, ça tend à des questionnements. Après, il y a l'être humain, effectivement, il y a de la jalousie. Enfin, comment vous formalisez les choses auprès de l'équipe? Alors, nous, on n'a pas fait de lettre de mission, en fait. Ça s'est plutôt bien passé pour le coup. Et c'est plutôt basé sur le volontariat. Et enfin bon, voilà. Donc la formalisation, c'est pas faite par lettre de mission, mais je pense que c'est tout à fait possible. Après, quand même, la philosophie de Compagnie, c'est justement aussi de s'affranchir pas mal de tout ce qui est procédurier, enfin d'aller trop loin dans la procédure. Donc voilà, mais ça prend du temps. Moi, j'ai encore plein de procédures. En plus, je suis dans un cadre Croix-Rouge qui est très voilà, formalisé, donc c'est compliqué. Donc après, moi, j'ai pas de réponse vraiment à vous donner. En fait, c'est un peu comme vous le sentez, ce que l'équipe a besoin finalement. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de la démarche, c'est qu'est-ce qui fait que l'équipe va avancer? Si elle a besoin d'avoir des lettres de mission, il faut les faire. Alors, je suis désolée enfin voilà, c'est des réponses un peu de Normand,
Mais c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas de vrai ou de faux en fait, dans la démarche. C'est qu'est-ce que l'équipe a besoin et comment on adapte tout en fait, en fonction du besoin du moment et comment on accompagne l'équipe vers cette notion de responsabilité partagée petit à petit. Mais ça, c'est assez perturbant parce que nous, au départ, avec Guillaume, on lui disait, ouais, mais concrètement, en fait, comment on fait voilà, et il nous disait, en fait, ça va dépendre. Donc voilà, je vous dis aussi, ça va dépendre. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, on va parler justement un petit peu de méthodologie, en tout cas, parce que nous, chez Compagnie, on accompagne en procurant des outils et une méthodologie, mais on ne parle pas de modèle, puisque chaque organisation doit absolument définir ce qui lui correspond, et ça, c'est très, très propre, et à chaque fois, ce sont des choses uniques. Ouais, et ça, c'est important parce qu'à la Croix-Rouge, on nous avait demandé, comme on était établissement pilote avec Fournes, de construire un modèle, et on s'est fermement opposé à construire un modèle parce que, en fait, ce qui se passe à Fournes, c'est pas ce qui se passe à Nîmes, et c'est pas ce qui va se passer à Lyon, à Limoges ou à Strasbourg, et c'est chacun, en fait, qui fait et chacun qui chemine en fonction de son équipe, de où il en est, de faire une pause s'il faut faire une pause, d'avancer si on veut avancer. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et par contre, il y a une vraie boîte à outils. Il y a un cadre, c'est très clair, mais voilà, on s'approprie les choses et après, on fait avec les outils qu'on a et dont on a besoin à un moment T et voilà, et on avance comme ça. Et justement, dans ces boîtes à outils, un premier outil qui est essentiel dans une transformation organisationnelle, c'est le cadre. Donc, c'est quel garde-fou, comment est-ce qu'on va construire, où on va et comment on va y aller. Et pour ça, il y a des éléments à bien garder en tête. Et donc, je vais donner la parole à Étienne et Julien, peut-être, pour que vous puissiez rebondir sur ce temps de témoignage, le partage qu'Anne nous a fait sur sa transformation, pour que vous nous partagez un petit peu votre perspective et ce que ça peut apporter, mais ce à quoi on doit être vigilant aussi dans un cadre de transformation organisationnelle. Vous me dites s'il faut que je partage. C'est fort à propos, tu peux partager s'il te plaît. C'est le moment. C'est le moment. Partez bien du principe que nous ne sommes pas intervenus dans un établissement qui fonctionnait en équipe à responsabilité partagée. On n'a pas de recul pour l'instant par rapport à ça, donc tout ce qu'on va évoquer, c'est sur la base de ce qu'on a pu voir ensemble avec Compagnie notamment, mais il n'y a pas de retour terrain par rapport à ça. On va s'inconcenser un peu par rapport à tout ça. Je t'en prie, Étienne. Donc oui, le point de vue qu'on peut avoir la CRAMIF là, en tant que service prévention, c'est que déjà nous, on pense que une organisation du travail qui prend en compte la santé-sécurité des salariés, c'est un peu le fil rouge de ce qu'on va dire dans les diapos suivantes. Si on prend en compte la santé-sécurité des salariés, ça va contribuer à la performance de l'entreprise. Pour nous, c'est fondamental. C'est pas deux choses qui avancent en parallèle. Et on l'a vu dans le témoignage de Mme Ferrari, là, qu'effectivement, il y avait une problématique et on a voulu améliorer les conditions de travail et réduire le turnover et l'absentéisme. Voilà, cette organisation qui est mise en place a pris en compte la santé-sécurité des salariés pour être plus dans la performance. Après, on passe, voilà. Donc, Julien. Merci. Alors, ce que ça apporte de ce qu'on a pu percevoir du coup, alors non pas du modèle, mais de la méthodologie et de la philosophie, puisqu'on est bien sur une transformation. Et chez nous, on parle aussi de culture de prévention. C'est une culture aussi qui change. Le tout s'imbrique, il n'y a aucun souci. Et les éléments qu'on vous donne là en vert, c'est des éléments qu'on prône et qu'on met en avant aussi dans notre démarche pour le coup. Donc l'implication des salariés, on l'a vu, et même M. Ferrari l'a bien expliqué, était essentiel. C'est pas forcément ceux qui sont à la tête, à la direction, qui savent, même, on aime bien la formule avec M. Deveau, de ceux qui font savent effectivement, donc il faut pouvoir les écouter, les impliquer. C'est une très bonne chose pour le coup. Donc l'intérêt est bien de construire avec les salariés, parce qu'on est vraiment sur la question du travail réel, de s'adapter au travail réel. C'est pour ça que je reparaphrase Mme Ferrari par rapport au fait qu'elle ne connaît pas le travail. Ben oui, effectivement, on est bien sur la notion de travail réel. On fait la différence entre le prescrit, ce qui serait même de l'ordre de la fiche de poste, et ce que la salariée fait éventuellement. Alors, je ne parle pas ici du glissement de tâches particulièrement, mais c'est en tout cas le travail réel. Donc, c'est des éléments qu'on prend largement en compte aussi. On l'évoquait, donc de redonner du sens au travail. À partir du moment où on parle du travail réel,
et qu'il y a une dynamique qui se crée sur la base du terrain, forcément redonne ce sens au travail, et on arrive, puisqu'on n'est quand même pas, même si dans l'industrie on peut avoir ça aussi, mais on est quand même sur une thématique qui est le soin. Du coup, c'est quand même des métiers à vocation, et on parlait de fidélisation aussi, oui, parce que il y a du mal à recruter, mais c'est quand même bien, du coup, de remettre le soin au cœur du travail, donc l'activité réelle. Et là, on a la bonne culture, les bons éléments pour avancer. Donc ça, on se retrouve tout à fait, en fait, dans tout ça. Ce sont aussi nos éléments de langage. On va avoir quand même des points de vigilance, mais on est bien d'accord qu'on n'a pas un retour sur un établissement ou plusieurs établissements pour dire ça. C'est juste des points de vigilance qu'on va aborder. Si tu veux bien, Anne-Claire, du coup, passer à la diapo suivante. Merci. Donc effectivement, par rapport à ce que ça peut apporter, il faut, nous, en tant que préventeurs, on voudrait attirer aussi l'attention sur des points de vigilance. Alors, tout à l'heure, on avait des petits nuages verts. Là, on est sur des gros nuages orange, parce qu'on voulait vraiment attirer votre attention là-dessus. La question était posée si c'était, est-ce qu'on reviendrait en arrière ou pas. Madame Manciel-Ferrari disait non, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. La question qui se pose aussi, c'est comment transmettre cette dynamique-là à une future direction qui prendrait la place et qui reviendrait prendre les rênes. Et nous, ce qui nous paraît important quand on enclenche ce genre de démarche, c'est d'avoir un garant de la pérennité de la démarche. Un peu comme si on disait, il faut inscrire dans la Constitution cette logique-là pour ne pas être direction dépendant, quoi, en fait, et que cette dynamique, elle puisse survivre. Donc ça, c'est important de se poser aussi cette question-là, et parce que ça peut, après, si on revient en arrière, ça va engendrer des frustrations, ça peut générer des vrais soucis. On a donné l'autonomie, il n'y en a plus, enfin, etc., quoi. Ce qui est important aussi, sur lequel il faut insister, mais ça c'est aussi l'accompagnement qui se fait avec compagnie, et après l'autonomie que peut avoir la structure dans cette organisation-là, c'est faire attention à ce que les salariés soient bien formés, à la fois sur la prise de décision, parce que c'est pas évident hein, quand on est dépendant de décisions de la hiérarchie. Tout d'un coup, on nous dit bah, c'est à nous de prendre des décisions. Et ça, c'est pas évident. Il faut savoir pas prendre une décision dans son coin, mais peut-être consulter l'équipe. Être formé aussi sur les différents rôles. Les rôles qu'il va y avoir, parce que du coup, bah, les salariés se retrouvent avec des responsabilités qui sont partagées, mais des responsabilités qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, comment je tiens ce rôle, comment je suis accompagné là-dessus. Et il faut vraiment être très vigilant là-dessus et que ça soit quelque chose qu'il faut garder en tête, quoi. On parlait des salariés, à un moment donné, Madame Manciel-Ferrari disait il y a des salariés qui ne suivent pas, et nous, on dit attention, il faut quand même ne pas se dire bon, bah, si vous ne suivez pas, allez voir ailleurs. Et il faut savoir aussi adapter le travail à l'homme. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec ce genre d'organisation, qui vont rentrer plus facilement dedans, et d'autres pour qui ça va être plus compliqué, parce que c'est moins confortable peut-être pour eux dans certains cas. Et dans ces cas-là, ça aussi, ça s'accompagne. Ça aussi, ça s'accompagne pour faire monter en compétences, pour faire gagner en confiance ces salariés-là dans cette nouvelle culture d'entreprise, quoi. Et d'autres points de vigilance qui nous paraissent importants à soulever, c'est attention aux risques professionnels aussi dans ce genre de structure. C'est pas parce qu'on prend en compte la vie des salariés qu'on va gommer tous les risques professionnels. Sur les autres risques, alors j'ai un risque psychosociaux et les autres risques. Sur les autres risques, prendre un exemple tout simple, hein, les équipes sont devenues autonomes pour le choix de comment ils vont travailler avec quel équipement, quel produit. J'ai entendu parler de ce produit chimique qui était très performant pour nettoyer ceci, cela. Bah tiens, on y va, on l'adapte, sauf qu'on va aller trop vite et que en fait, ce produit chimique apporte des risques dans son utilisation. Et donc ça, il faut vraiment ne pas forcément aller trop vite, certains cas, et bien garder cette vision-là. Après, s'il y a un rôle dans l'équipe de quelqu'un qui est garant d'eux, on va déjà réduire ce genre de problème. Et les risques psychosociaux, nous, les risques psychosociaux que peuvent engendrer aussi ce genre de situation, c'est il faut être vigilant. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux que nous, on a déjà identifiés, hein, que des personnes de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche en sécurité, qui travaillent avec nous sur un certain nombre de sujets, dont ceux-là. Il faut faire attention au surinvestissement qu'il peut y avoir. Ça, c'est des facteurs de risques psychosociaux. Déséquilibre entre les moyens et les responsabilités.
C'est voilà, quelques exemples. Mise à l'écart ou exclusion parce qu'on ne rentre pas dans la dynamique de l'équipe ou parce qu'il y a un leadership qui se fait dans l'équipe et nous, on est un peu exclus. Donc ça, c'est des facteurs de risque psychosociaux. Et il faut faire attention aussi qu'on ne tombe pas dans un mal-être si les idées ne sont pas retenues. C'est toujours la frustration de demander l'avis à quelqu'un, ça engendre aussi, le fait de demander l'avis à quelqu'un engendre une frustration parce que tous les avis ne sont pas retenus, quoi. Donc voilà, c'est quelques exemples sur lesquels il faut être vigilant, des points de vigilance. Et alors, pour aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, on va insister, puisque là, vous êtes ici, les entreprises, à assister à ce webinaire, dans potentiellement cette dynamique de transformation. On attire votre attention sur le fait que cette dynamique de transformation, c'est vraiment l'opportunité pour inclure la prévention des risques professionnels. À partir du moment où on change de culture de démarche, du coup, autant associer l'ensemble. C'est pas du tout antinomique, au contraire, ça va ensemble. Là, ce qui est proposé avec Compagnie et ce modèle d'équipe à responsabilité partagée, c'est bien un plan d'action sur un mode organisationnel pour changer, pour évoluer par rapport à des besoins qu'a évoqué notamment Mme Moncelet Ferrari. Donc, on va intégrer, on ne va pas accoler après derrière, on fait l'ensemble. Comme l'a évoqué M. Deveau, il y a des risques à prendre en compte, effectivement. On agit sur des indicateurs qui sont turnover, absentéisme, la sinistralité aussi. Du coup, c'est tout un ensemble qui fait que, du coup, vous aurez de bons indicateurs, une entreprise performante. La prévention n'est pas du tout antinomique de la performance, bien au contraire. Et ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner, puisque on était transparent, on ne connaît pas concrètement sur le terrain, en établissement de soins, du coup, la mise en œuvre de ces équipes autonomes. Donc, on est prêt à vous accompagner avec un suivi CRAMIF. Alors, n'ayez pas peur, j'insiste, quand on entend les mots contrôleur, par exemple, on peut avoir vraiment une posture d'accompagnement aussi, de découverte par rapport aux éléments que vous mettriez en place pour vous accompagner. Et on a aussi des outils type documentation, M. Deveau citait l'INRS, mais d'autres outils aussi qui peuvent aider et qui seraient complémentaires à ce que propose Compagnie, voire des formations aussi, parce qu'il y a la notion de montée en compétences qui va être mise en œuvre, à monter en compétences sur le coaching, sur d'autres choses, on est d'accord. Et sur les risques après à côté aussi, bien évidemment, on avait discuté avec Mme Ferrari, d'une problématique TMS du coup, et voilà, on peut éclairer un peu sur des éléments comme ça aussi, vous accompagner, et ça peut être une vraie plus-value pour aller encore plus loin finalement. Quand on a posé la question à Mme Ferrari, quoi faire pour aller plus loin, moi je vous aurais dit continuez à bosser avec vos contrats de sécurité que vous connaissez bien, et faire monter en compétence vos salariés sur des sujets comme ça, et là tous les indicateurs vont s'améliorer, et c'est bien d'avoir cette vision globale-là pour le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on fait un peu notre pub, mais voilà, on n'est pas les méchants assureurs, au contraire, on est là pour améliorer les conditions de travail, et ce modèle organisationnel, ce nouveau modèle, du coup, paraît très intéressant, mais il faut travailler ça dans une globalité. Voilà, merci. Merci à vous deux. Et en fait, là, on arrive sur la dernière partie. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va essayer de pas dépasser le temps qu'on s'était fixé. Mais effectivement, ce que met en avant la CRAMIF, c'est qu'une transformation organisationnelle, c'est un mouvement qui est global, qui remet en question à la fois les individus dans leur propre situation, mais aussi le collectif en tant qu'organisation globale. Et donc, c'est tous ces éléments qui la constituent qu'il faut prendre en compte. Donc, de la même manière que la CRAMIF accompagne sur des outils, sur des formations, sur en fait comment venir définir ce cadre commun, chez Compagnie, on va aussi s'inquiéter de quelle méthodologie on peut vous donner pour piloter vos projets. C'est-à-dire que c'est vous qui avez les idées, c'est vous qui avez les personnalités qui vont constituer ce projet. Et nous, de notre côté, on a des outils d'intelligence collective, on a des outils de communication, on a des outils de gestion de projet. Et c'est donc ça qu'on vous donne en vous proposant des différents parcours d'accompagnement. L'idée, c'est que chaque structure puisse construire un modèle qui lui convient. Donc aujourd'hui, nous, on s'inspire de plusieurs accompagnements parce qu'on a accompagné des fédérations ADMR, on a accompagné les SIAD de la Croix-Rouge française, des EHPAD. Voilà, ça peut aller de structures de 30 salariés jusqu'à 300, 500 salariés. Et en fait, à chaque fois, on note qu'il y a des étapes qui sont clés, qui sont vécues différemment, mais des étapes en tout cas à ne pas louper pour que le collectif soit vraiment embarqué dans le projet. Et la première partie,
pour vous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on conçoit cet accompagnement, c'est de pouvoir s'assurer que les équipes soient embarquées autour d'un projet commun. Donc, ça commence par un état des lieux. On prend le pouls, on voit un petit peu comment est-ce que le collectif se sent, c'est-à-dire qu'on ouvre le dialogue parce que c'est ça qui va permettre à chacun de se sentir impliqué et intégré. C'est vraiment un projet qui peut être impulsé par la direction, mais qui ne se réalise jamais sans l'intégralité des professionnels de la structure. Ensuite, il y a un vrai temps d'accompagnement à la construction d'un cadre et d'une vision, où c'est ce dont Anne parlait en mentionnant justement la définition des valeurs, des rôles. On passe un temps important à se questionner sur le pourquoi on se met en mouvement, parce que plus il sera compris, plus il sera répété, plus le cap de la transformation sera clair, et c'est ça qui donne aussi une ligne directrice. Et on passe aussi du temps à parler du comment on va faire. Parce qu'une fois qu'on sait vers où on veut aller, c'est important de définir les petits pas, et c'est des cheminement qui se planifie sur parfois des années, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui se dispense sur le temps long. Et pour ça, on recommande aux structures d'abord, peu importe le nombre de professionnels qui la composent, de créer une équipe projet qui sera garante, qui idéalement représente toutes les fonctions d'une structure et qui sera en capacité de piloter, de donner ses différents regards et d'amener le projet jusqu'au bout. On met aussi un point d'honneur à accompagner les professionnels dans le changement de posture, et ça implique à la fois les directions, les fonctions dirigeantes, les fonctions encadrantes qui parfois vivent aussi une transformation profonde en venant déconstruire certaines croyances, en venant se questionner sur quel est leur rôle et qu'est-ce qui a du sens pour elles. Ça se traduit de différentes manières, mais c'est important d'être accompagné au niveau de la posture et d'outils également. Et on vient, comme on a pu le dire aussi, accompagner par de la formation toujours les professionnels terrain sur des compétences liées à la prise de décision, à la communication, à la collaboration en équipe. On apprend vraiment à se connaître soi pour mieux collaborer et plus faire confiance à ses collègues. Donc ça demande, pour ne pas justement provoquer d'autres risques, ça demande un accompagnement qui est essentiel aussi pour que les professionnels se sentent en capacité de vivre cette transformation. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui parce que plus que présenter les formations que nous, on a créées par rapport aux expériences qu'on a vécues avec les structures, l'important, c'est simplement ces étapes-là qui sont vraiment clés. Si aujourd'hui, vous souhaitez réinventer l'organisation, commencer à réfléchir collectivement avec vos équipes, c'est vraiment des étapes qui nous semblent en tout cas impactantes au moment d'engager toute transformation organisationnelle. Moi, je serais ravie de pouvoir continuer un petit peu avec aujourd'hui aux personnes qui participent à ce webinaire, si ça vous intéresse, qu'on puisse prendre un temps pour en discuter ensemble. Là-dessus, Anne-Claire, j'avais mis d'autres slides, mais on vous enverra la présentation pour vous donner un peu plus de détails. Comme il est 58, avant de conclure, je serais assez curieuse que vous nous partagiez les petits pas que ça vous donne envie de faire. Voilà, que tout le monde puisse, dans le chat ou prendre la parole, nous dire ce que ce webinaire, ce temps de témoignage et de retour d'expérience vous a inspiré. Ça peut être avec un mot, un ressenti, un adjectif. Moi, je ressors pour continuer un petit peu, pour introduire ce tour de table de déclusion. Moi, je me sens tout à fait inspirée justement par ce temps d'échange. Merci Anne pour ton témoignage. C'est quelque chose qui participe aussi le fait d'en parler, de transmettre, de poser des questions. Moi, c'est des sujets qui me parlent énormément et j'aime voir un peu le 360 aussi d'un retour d'expérience du début jusqu'à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Rassurant, motivant, génial. Plein de pistes ouvertes, affaires à suivre et du challenge. Moi, je pense que c'est des mots qui résument bien. Si ça vous intéresse, on vous enverra tout par mail, à la fois la présentation, peut-être quelques ressources supplémentaires également. Notamment, Anne
mensuel a aussi réalisé un film sur la transformation de ces établissements. Donc peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'avoir encore un temps de témoignage autre. Est-ce qu'Anne-Claire, tu veux dire un mot pour la fin, ou bien également la Cramif ou Anne, si vous souhaitez conclure avec un mot? Moi, c'est partage parce que c'est toujours intéressant et comme on n'a jamais fini d'apprendre des autres voilà, et donc le miroir, il est important aussi pour nous. Merci Anne. Nous, on peut dire que ce genre de transformation, d'action, de dynamique, ça contribue à ce qui donne le sens de nos missions à nous, qui est de préserver la santé et sécurité des salariés à travers un travail où ils vont se retrouver plus. C'est ça qui nous inspire et qui nous motive à vous accompagner et à être disponible pour vous. Super, merci beaucoup. Non, après, vous avez eu beaucoup d'informations, donc c'est aussi le temps pour vous de tout engranger, de tout digérer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme le dit Anaïs, on va tout vous envoyer. Donc voilà, si à l'issue, il y a d'autres questionnements, n'hésitez pas et puis on relaiera. Exactement, avec plaisir pour continuer ces échanges. Il est 15h, je pense qu'on a respecté le timing. Merci à tous et à toutes. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.